Je donne la parole maintenant à l'auditoire. Je commence tout honneur, tout seigneur par nos enseignants et ensuite je passerai au deuxième niveau. Monsieur Toledano, ensuite professeur. On va procéder par ligne. Rapidement. Voilà. Moi, je dois remercier d'abord M. Rofran pour la qualité de cet exposé que, sur le plan technique et commercial, il est indiscutable. Très riche, très éclectique, mais ce qui manque, c'est l'idéologie sous-jacente de l'OMC par rapport à la question de développement. Et je m'inspire, mes observations s'inspirent de ces réponses, et non pas de l'exposé plutôt, et de quelques observations faites par le discutant. Idée. Voilà. Ce Rofran a dit, la Chine en a profité. Il faut se poser la question, pourquoi? Tout simplement. Parce qu'au moment où ils ont accordé, par exemple, la création, ils ont donné 10 ans pour le textile. Parce que les Européens, à l'époque, se disaient qu'ils pouvaient laisser ce secteur-là à certains pays. Et donc, eux, ils vont pointer leur développement ou faire l'avance sur le plan technologique, etc. Et donc, ils peuvent laisser certains secteurs non intéressants. Et ce qui fait que, 10 ans après, janvier 2005, l'atelier du monde a dominé le monde. Voilà une des raisons. Deuxième, il faut savoir aussi que jamais le libéralisme n'a été proposé par les faibles. Je parle sous le contrôle des économistes. Il a été fait au XIXe siècle. C'est la Grande-Bretagne qui le demande, parce qu'elle était en avance. Et jamais les pays sous-développés ne peuvent, même maintenant. Pourquoi? Je donne quelques exemples. Il y a Kennedy qui disait ne demandez pas à l'ONU ce qu'il peut apporter à vous, mais plutôt dites-vous ce que vous donnez à l'ONU. C'est la même chose pour l'OMC. Et vous l'avez dit dans la réponse. C'est deux limites, sa nature et son contexte. Vous avez dit que les empreintes du contexte. Et ça, c'est bien dit, dans la mesure où les limites résident là, dans la nature de l'organisation et dans le contexte qui a présidé à sa création. Je donne deux exemples, deux situations qui montrent que l'inégalité de compensation ne peut pas apporter le développement ni la croissance du développement. Il y a la meilleure illustration, c'est que textile, on l'a autorisé, le secteur agricole depuis des années, la discussion continue et ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc les pays en voie de développement demandent la libéralisation pour qu'ils puissent profiter des opportunités offertes par l'OMC. Mais pourquoi certains pays du tiers-monde arrivent quand même, malgré tout? C'est le Rwanda et l'Éthiopie. Alors pourquoi? Ce sont les alternatives que je vais proposer rapidement avec un petit télégraphique. Et dans ces réponses ou ces alternatives ou ces constats, il y a aussi les alternatives dans les constats que je vais. Le Rwanda et l'Éthiopie. Alors, aucun développement n'est possible sans volonté politique. Donc l'idéologie, ça c'est des évidences, mais il faut le dire et les rappeler. Deux, aucun développement n'est possible ou devient de plus en plus difficile à cause des ingérences des puissances. Aucun développement n'est possible dans des régions à enjeux géopolitiques importants. Le Rwanda ne pèse pas lourd. On peut. L'Éthiopie, il y a une coalition internationale qui s'organise autour du Moyen-Orient à travers l'Éthiopie, parce qu'on veut encercler à la fois l'Égypte, etc., à travers le barrage de champs, à travers la maîtrise de l'eau du Nil, etc. Et donc, c'est plutôt le fait de cadenasser l'Égypte, la sécession du Soudan fait partie de cette stratégie, etc. Aucun développement n'est possible sans une régulation de la mondialisation. Actuellement, la mondialisation, comme elle se présente, comme elle fonctionne, elle dévaste, elle marginalise les plus faibles. Et enfin, dans l'organisation même de l'OMC, on voit que, par exemple, les pays les plus puissants imposent des droits de douane, par exemple. Le cas des États-Unis. Le cas vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe même. Donc, les pays fondateurs, les pays les plus importants, qui croient dans le libéralisme, ne le respectent pas. Et
Même l'Europe, certains pays membres de l'Europe disent que l'Europe est naïve, par exemple. Elle ouvre ses frontières, mais elle ne fait pas de réciprocité par rapport aux autres qui l'envahissent, comme la Chine et d'autres pays. Donc, c'est vraiment un système très limité. Et si et l'idée que vous avez soulevée, qui est que l'OMC est limité dans sa nature et par son contexte de création, constitue une des meilleures réponses. Merci beaucoup. Professeur Toledano. Professeur Moulerchid. Bien, alors, je vais intervenir en tant que privatiste. Hein. Oui. Parce que c'est privatiste. Il y a une chose qui m'interpelle, c'est lorsque je regarde le droit marocain, et l'état actuel du droit marocain, et le lien de dépendance du droit positif marocain par rapport à l'histoire, notamment à l'acte d'El-Gézira, du 7 avril 1906, par rapport à la théorie de l'échange inégal ou des traités inégaux développés par le Djawil algérien. Et d'ailleurs, quand on a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités, on a émis une réserve sur les traités qui étaient illégaux. Et quand j'interpelle également le droit positif marocain, on aurait, il y a une année, au sein de cette faculté, où on a célébré plus de 100 ans, d'ailleurs sur la condition civile. Voilà, sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc. Ce qui est paradoxal également, c'est qu'un texte composé de 20 articles résiste à l'érosion et au défi du temps, parce qu'il ne traite pas seulement les problèmes de conflits de loi ou de conflits de juridiction, mais il traite par le biais de l'article 1er, 2 et de l'article 6 de la jouissance des droits, donc du statut des étrangers en tant qu'individu ou personne physique au Maroc. C'est dire, bon, finalement, que l'enjeu est autre que juridique, d'autant plus que ce qu'on nous offre, à travers l'exemple du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud ou de la Chine, où il y a finalement une rivalité qui va se poser en termes très vigilants à travers, par exemple, les routes de la soie. Parce qu'il va y avoir une rivalité sur le plan africain, vous voyez, entre la Chine, qui accapare de plus en plus d'espace, en ne laissant plus l'Europe souveraine et profitant des matières premières. Vous avez parlé de croissance inégale. Il y a un autre problème qui est beaucoup plus grave, c'est la répartition des fruits de la croissance. C'est ça qui pose davantage de problèmes. Ce n'est pas tellement le problème de la croissance, parce qu'au sein de certains pays africains, il y a une croissance qui avoisine des 8, 9, 10%, voire même 11%. Mais le problème, c'est en termes également de répartition de la richesse. Alors, vous avez, dans votre brillant exposé, M. Seyni, que j'ai beaucoup appris, parce que je suis privatiste, j'ai beaucoup appris, vous avez parlé également donc des problèmes des inégalités, des inégalités, mais vous avez placé la problématique en termes donc, de pays donc, développés au nord de la Méditerranée et au sud de la Méditerranée. Mais le problème, on en discutait tout à l'heure, M. Zoyer, c'est que maintenant nous avons un problème avec la Turquie, Cabo de l'acier, et bon voilà, on a fait appel à des avocats. Je me suis dit, je le file. Ah, d'accord. Oui, j'ai plus de 70 ans, donc. On a fait appel aux avocats américains, parce que le problème est soulevé à titre d'appel, et puis nous avons à travers le cahier scolaire avec la Tunisie. Donc le problème qui se pose, il ne se pose pas seulement en termes de conflit entre pays du Nord et pays du Sud, etc., mais même au sein de ces pays. Et je suis en train de me demander, et là je crois que le professeur Abdelmoudrid a raison, parce que quand il y a l'Amérique latine, il y a une forte population qui consomme.
Quand il y a la Chine, voilà, etc., le problème ne se pose plus en termes idéologiques, de choix politiques, voilà, dictature ou pas dictature, etc. Il se terme en termes de marché, de clientèle potentielle, etc. Et on mélange les deux pour faire du tapalet, etc. On glisse l'Inde. Et l'Inde, c'est une démocratie, vous voyez, mais il y a une population également. Alors, je terminerai parce que, bon, voilà, dernière question, monsieur le doyen, j'ai beaucoup appris, vous savez, parce que moi je suis spécialiste du droit du commerce international. C'est le droit privé du commerce. Et vous avez donc, voilà, les biceps de Rambo. Voilà. Je défends personne. Lorsque Trump, voilà la question, lorsque Trump menace, bon, ils ont claqué la porte de plusieurs instances au niveau des Nations Unies, etc., menace de quitter l'OMC. Est-ce que c'est une plaisanterie? Est-ce que c'est une erreur de la presse? Ou bien est-ce qu'il y a un enjeu politique, etc., en termes de puissance? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Professeur Ben Makhlouf. Merci, Madame la Présidente. Merci, monsieur le doyen et cher ami Sébastien, de votre exposé qui a porté justement sur une problématique très intéressante, qui est celle de l'OMC et celle du développement. Comme vous l'avez rappelé tout à fait au début de votre exposé, c'est une mécanisme de développement qui s'est greffé sur des négociations qui étaient menées lors de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre de la conférence de La Havane pour la création d'une organisation internationale du commerce. Cette initiative n'a pas réussi pour une raison simple, c'est que le Congrès américain s'est opposé. Voilà, tout simplement. Hein. Donc il y a toujours la présence américaine qui est là. Et je dirais aussi aujourd'hui que, comme la question qui a été posée par le doyen Moulay, c'est qu'aujourd'hui, avec Trump, on essaye le fait que les États-Unis avancent justement cette idée de se retirer de l'OMC, c'est parce que les Américains ont toujours voulu imposer au niveau international leur droit, de la transposition au niveau international du droit interne américain. Voilà. Et c'est là tout le problème. Et donc si l'Organisation internationale du commerce n'a pas été créée, on est rentré dans le cadre des négociations, et ce problème de l'égalité de développement, moi je pense que le système généralisé de préférence qui était proposé dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement que vous avez cité, c'était dans le cadre de l'établissement d'un nouvel ordre économique international. Et on est passé du nouvel ordre économique international qui est connu à l'échec vers un nouvel ordre mondial. On peut se poser la question, pourquoi on est passé de l'international au mondial? C'est parce que, à mon avis, le nouvel ordre aujourd'hui n'est pas un ordre simplement économique. C'est un ordre qui regroupe l'économique, le politique et le social. Et le nouvel ordre mondial, aujourd'hui, il est basé sur trois éléments qui sont dialectiquement liés, à savoir le libre-échange, la démocratie et les droits de l'homme. Aujourd'hui, les pays sont dialectiquement liés. C'est-à-dire, pour légitimer le libre-échange, on dit qu'on ne peut pas concevoir la démocratie dans un régime qui n'est pas libéral. Comme on ne peut pas imaginer la protection des droits de l'homme dans un régime qui n'est pas démocratique. Et on ne peut pas envisager la démocratie dans un régime qui n'est pas les droits de l'homme, qui n'est pas de libre-échange. Alors, si vous voulez, troisième observation, c'est par rapport à la Chine. La Chine qui a réussi dans le cadre de l'OMC, qui a profité depuis 2001 et qui a réussi aujourd'hui, la Chine a réussi, il y a des contestations qui ont été faites sur la politique chinoise. Mais la Chine a réussi parce qu'elle a su comment dribbler avec les règles de l'OMC, à travers la délocalisation. Aujourd'hui, lorsqu'on impose un contingentement aux exportations chinoises, il y a une délocalisation non seulement de l'industrie, mais de toute la structure, même avec les travailleurs. Hein, on le voit, maintenant c'est les Chinois qui s'implantent avec les travailleurs. Et donc il y a une délocalisation aujourd'hui qui s'observe à Singapour,
à Hong Kong, etc., dans la région de... donc ils ont su jouer avec les règles de l'OMC. Et ça, c'est intelligent. C'est intelligent. Donc aujourd'hui, le point qui se pose, c'est celui des pays en développement qui a été soulevé par M. Seynidi. C'est comment est-ce que aujourd'hui on peut permettre à ces pays de profiter de l'OMC. Moi, sincèrement, cette question me pose un problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle, je parlais tout à l'heure du groupe 77, le groupe 77, c'est le groupe des pays en développement, mais aussi il y avait un soutien, c'est-à-dire que ce n'est pas les pays en développement qui ont imposé le changement la non-discrimination dans les relations économiques internationales, mais c'est plutôt le soutien que ces pays ont eu de la part de la Chine, de la part de l'ex-URSS. C'est ça qui a fait que... aujourd'hui, nous avions le GATT et nous avions aussi le groupe, le G7, qui est passé au G8. Oui, et G7. aujourd'hui, il a commencé par le G7, puis G8, puis G8. Non, G20. Ah, le G20. D'abord, c'est le G7. Alors, pourquoi le G20? C'est-à-dire que les pays qui étaient à un certain moment, qui faisaient partie de ce qu'on appelle les pays en développement, dans les pays en développement, on a soustrait les pays riches. Aujourd'hui, on parle de la politique des riches qui gouverne le monde. C'est Davos. Ce sont les décisions qui sont prises à Davos qui prennent leur chemin à travers l'OMC. Donc les négociations qui étaient dans le cadre du GATT, aujourd'hui, sont transposées à un autre niveau pour donner les grandes orientations de l'économie internationale. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ben Marco. Je donne la parole à professeur, rapidement, à professeur Sepir, ensuite je vous donne. C'est la même chose. Allez-y, c'est comme vous voulez. Allez, on fait le tour. Pardon. Merci. D'abord, je remercie M. Antoine pour son exposé sur l'OMC qui est un sujet d'actualité. Je ne suis pas économiste, mais je m'intéresse à la géopolitique et aux relations internationales. Et c'est pour cela que je félicite notre jeune doctorant pour ce qu'il a dit, à savoir qu'il faut remettre en cause cette organisation internationale. Et ça montre qu'il y a une nouvelle élite en Afrique. Ça montre qu'il y a des jeunes Africains qui pensent à autre chose, et pas à France-Afrique ou à d'autres rapports entre l'Afrique et le monde entier. Donc je pense que vous croyez à la coopération Sud-Sud, qui a été bien expliquée par Sa Majesté lors de la réunion à Abidjan en 2014. Et je pense que la coopération Sud-Sud peut être une réponse à cette problématique de l'OMC et des inégalités de développement. J'ai retenu dans l'exposé de M. Oufran deux mots-clés. Le premier, c'est le contexte international avec le rapport de force qui impose des règles aux autres. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est compétitivité. Ça veut dire que nous sommes devant une problématique, comment rendre et l'économie nationale et l'entreprise compétitive par rapport aux autres partenaires. Et aussi aborder, je pense que personnellement j'ai suivi tous les accords Doha, Cancun et après, et j'ai eu même un débat avec le PDG de l'OMC à Marrakech lors du 10e anniversaire de la création de l'OMC. C'était en 2014. Et on avait insisté dans ce débat sur les problèmes de divergence au sein de l'OMC. Le premier, ce sont des subventions des produits agricoles. C'est la politique agricole commune qui a été largement discutée, critiquée par les pays du Sud, dans le Maroc, et nous sommes interpellés dans cette problématique. Et deuxièmement, la protection, la propriété intellectuelle. Je veux parler de toute la problématique des médicaments, les multinationales pharmaceutiques. Je suis pharmacien et c'est un dossier qui m'intéresse le plus.
Et je pense que c'est une problématique qui se pose jusqu'à présent, puisqu'il y a eu des procès. Le procès entre l'Afrique du Sud et le laboratoire américain Pfizer. Et l'Afrique du Sud a bien gagné ce procès parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle les licences obligatoires, à savoir l'exception. L'exception devant un intérêt public, devant une problématique de santé publique, que les pays du Sud peuvent fabriquer des médicaments génériques, bien qu'ils sont protégés par les brevets des multinationales. Et ça, je pense que c'est toujours d'actualité jusqu'à présent. Je voudrais aussi insister sur ces tarifs douaniers et les barrières extra-douanières et phytosanitaires. Et les États-Unis et l'Union européenne sont très forts dans ce domaine d'imposer, soi-disant, des règles, des barrières extra-douanières pour fermer leur marché devant les produits agricoles des pays du Sud. L'affaire du plan pour le tagine marocain, et actuellement on parle du thé et ce qui en suit avec le thé chinois et les pesticides. Donc il y a toujours une possibilité de faire autre chose que les règles qui sont connues par l'OMC. Alors maintenant, le débat, c'est la réforme de l'OMC. Comment réformer l'OMC? L'Union européenne a déjà formulé certaines propositions, à savoir qu'il faut revoir la façon de régler les différends. C'est la Cour légale qui est là, avec les procédures d'après l'OMC, c'est 90 jours, alors que certains procès mettent plusieurs mois pour régler ces différends entre les membres de l'OMC. Et puis aussi ces subventions à l'économie chinoise, qui a été aussi un différend entre l'Union européenne et la Chine. Alors, des questions rapides. Nous sommes devant maintenant une guerre commerciale qui a été engagée par M. Trump contre la Chine, l'Union européenne, le Canada, la voiture allemande, etc. Alors, trois petites questions. À qui profite cette guerre commerciale? Deuxièmement, quels sont les impacts de cette guerre commerciale sur l'Afrique, où on parle de la ZLECA, c'est la zone de libre-échange du continent africain, de mars 2018, le Maroc est signataire, et aussi quelle est la place, quand on parle de l'OMC, c'est du profit, on parle du profit. Alors quelle est la place de l'éthique et la place de l'équité dans cette vision de l'OMC qui a été imposée par un rapport de force au niveau international? Et la dernière question, où en est le procès entre le Maroc et la Turquie concernant la Syrie? Merci. Merci beaucoup. Je donne... Merci, Madame Freda. Moi, je vais essayer d'être un petit peu rapide, parce que je sens que le temps est presse un tout petit peu, mais c'est un peu difficile en fait, en écoutant les différents intervenants. J'aurais même tendance à la limite de prendre la défense de l'OMC, parce que le professeur Oforani, il le fait pas très bien, il s'est senti un petit peu perplexe entre deux situations. Mais je vais commencer par quelque chose de très important. Franchement, c'est faire en fait réduire en fait l'inégalité du développement entre les pays à uniquement les problématiques de libre-échange et du commerce. C'est dans un département de droit public, surtout on est en sciences politiques, ça veut dire que nous sommes en train d'éloigner en fait tous les autres facteurs normalement du développement, et on se contente sur une problématique qui me semble très accessoire et sur lequel je vais revenir par la suite parce que ça a été dit tout à l'heure par mon ami Tredano. C'est que historiquement, quand on parle de l'OMC ou le libéralisme tout simplement, il y a ce qu'on appelle en fait des étapes de maturation des sociétés. Et la question qui se pose au fond, c'est que chaque fois qu'on va réfléchir, débattre de n'importe quel phénomène, économiquement parlant, même politiquement, c'est comme pour la démocratie, est-ce que tous les peuples, normalement, ils sont prêts pour essayer de prévaloir, que ce soit des droits individuels, des droits de l'homme ou même de la démocratie. Donc historiquement, du 18e, 19e siècle, avant d'arriver même vers le commerce, il y avait ce qu'on appelle des révolutions même en termes de pensée. Les gens ils sont passés par ce qu'on appelle la pensée théologique vers la pensée métaphysique, la pensée scientifique, une révolution politique, une révolution économique, une révolution démographique. Et vous avez certains types de sociétés, normalement, qui sont naissantes, qui n'ont pas assez de maturité. Je vais revenir à la limite pourquoi on est perdant dans cette problématique de l'OMC. Ce n'est pas à cause de l'autre. C'est quelque chose qui est intrinsèque en nous-mêmes. C'est qu'on a inversé ce qu'on appelle pyramide. Ça veut dire dans les pays du tiers-monde, ce que vous appelez les pays sous-développés, on est en train de faire une révolution démographique.
Prenez juste le taux de procréation de la femme marocaine, il est à 2,29, sachant qu'il était à 6 il y a quelques années. On n'a pas fait notre révolution politique, on n'a pas fait la révolution démographique, et on n'a pas fait ce qu'on appelle la révolution de la pensée. On est encore dans l'âge de la théologie, on n'est même pas dans la métaphysique, savoir poser une bonne question avant de passer à la science. Donc pour cela, j'aimerais synthétiser un petit peu ce qui a été dit, en essayant de se dire que dans l'OMC, bien évidemment, c'est des règles du jeu, les gens qui sont prêts, ils ont su en profiter normalement pour essayer de s'en servir de cette plateforme, de cet instrument qui a enrichi les gens qui étaient déjà dans ce qu'on appelle le stade de ce que appellent les économistes, ce qu'on appelle les secteurs secondaires. Ça veut dire tous les pays, normalement, pour essayer de résumer, qui sont encore dans ce qu'on appelle le secteur primaire, par exemple l'agriculture, bien évidemment, ils ne peuvent pas en profiter, pour deux raisons majeures. Ça a été dit, je vais essayer de le répéter à ma manière. Premièrement, il y a un problème de saturation. On ne peut pas exporter des tomates de manière indéfinie. Pourquoi? Parce que vous achetez 1 kilogramme, c'est saturé, donc on ne peut pas avoir le marché devant nous, sachant que les autres, ils font à peu près la même chose. Et deuxième élément très important, ça a été dit, c'est le tarif c'est les obstacles non tarifaires. Il y a un problème de pesticides et ce genre de choses, d'hygiène, et bien évidemment, il y a des subventions, que ce soit à l'exportation ou à la production aux États-Unis, c'est ce qui fait que, normalement, on ne peut pas baser un développement sur ce qu'on appelle le secteur primaire. Il n'y a aucun pays dans le monde qui l'a fait. Les seuls pays dans le monde qui ont fait ce qu'on appelle un vrai développement, c'est qu'ils ont transformé, parce que c'est grâce à l'industrie qu'on a développé l'agriculture, et jamais l'inverse. Parce que grâce aux tracteurs, on a eu un rendement qui est très important. Mais si on se base que sur, normalement, le secteur primaire, par définition, on ne peut pas envahir le monde, on ne peut pas faire le développement. Deuxième point important sur lequel j'ai voulu revenir, c'est que cette préparation pour certaines sociétés inégalitaires aujourd'hui, après 25 ans, 30 ans, c'est que là je parle de la diplomatie si vous voulez, quand vous regardez le grand obstacle, le grand défi, ce que vous appelez tout à l'heure les limites, ce n'est pas forcément en fait ce développement. C'est que vous avez certains pays, ça a été dit tout à l'heure, c'est Trump, c'est le Brexit, c'est par exemple même Macron et Merkel en Europe, quand ils ont reçu il n'y a pas longtemps le président de la Chine, ils ont commencé à dire c'est terminer l'ère ou l'âge de ce qu'on appelle le commerce naïf. Ça veut dire cette route de soi, et là c'est contrepartie. Et c'est là où le vrai intelligence diplomatique normalement de ces pays-là, c'est qu'ils ne discutent pas les règles. C'est que oui, vous voulez nous vendre quelque chose à travers des wagons, à travers ce que vous êtes en train de construire, vous allez prendre quelque chose de chez nous en contrepartie. Ils ont réussi à vendre 243 Airbus. Ça veut dire grosso modo, tout à l'heure ils sont passés vers ce qu'on appelle l'ère en termes économiques, ils ont dépassé même le secteur tertiaire vers le secteur de l'intelligence, ça veut dire qu'ils produisent de la valeur ajoutée à travers la conception, et ils arrivent à monnayer. Il y a du win-win, il y a du gagnant normalement de ce libre-échange, tant que les autres sociétés, la Chine, en fait les pays du Sud asiatique, elle est encore demandeur de ce qu'on appelle le soft power, c'est cette intelligence normalement des Européens, des Américains, on peut normalement faire ce commerce. Donc le vrai défi, c'est un Trump qui va venir normalement faire du protectionnisme, il est en train de saboter toutes les institutions, toutes les règlements, personne n'en parle. Nous avons ce Brexit, nous avons les Européens qui n'en parlent. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de proposer les pays les moins avancés ou les pays d'où? Parce que quand on dit même les pays en développement, normalement il y a des niveaux. Nous sommes les pays les moins avancés, dont les pays normalement sous-développés. Nous sommes en train de se dire que le commerce c'est une bonne chose. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'est une bonne chose. Pour une raison très simple, c'est que ça nous donne du pouvoir d'achat. Vous savez, là, à mon sens, la plus grande révolution que nous avons connue au Maroc, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque à nous-mêmes, c'est ce qu'a fait la Chine, qui nous a permis aujourd'hui l'accessibilité à énormément d'éléments, grâce à ce libre-échange, qui nous ne sera pas disponible si on avait encore les Européens sans commerce. Par exemple, c'était les Samsung que nous achetons aujourd'hui à 5 000 dirhams, on ne pouvait pas l'acheter. Si c'est les Européens qui la fabriquaient encore en termes industriels, elle serait à 5 000 $ ou à 6 000 $. Ça veut dire, grosso modo, la vulgarisation de l'accès à la consommation dans les pays du tiers-monde, en grande partie, elle est due à ce qu'on appelle ce libéralisme. Mais c'est le libéralisme, pour en profiter, je vais terminer ça pour ne pas être très lent, pour en profiter vraiment et jouir normalement de cette occasion, il faut avoir un esprit libéral. Ça veut dire qu'il faut normalement transiter par des âges, parce que le libéralisme, ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas que du commerce. Le libéralisme, c'est le libéralisme aussi politique, c'est-à-dire c'est la démocratie, et c'est le libéralisme aussi des mœurs.
Ça veut dire qu'il faut avoir des sociétés, par définition, qui est capable d'adhérer à ce qu'on appelle un corpus. On ne va pas dans un supermarché prendre du commerce d'un côté et laisser autre chose. Ça veut dire qu'on peut en profiter, mais à condition d'avoir normalement ce qu'on appelle cette maturité en termes, j'appellerais ça générationnel. Parce que pour terminer rapidement, et peut-être je suis dans sciences politiques, quand vous regardez les nations, les pays, n'oubliez pas qu'il y a encore ce qu'on appelle des États, il y a encore des régimes, ça veut dire que vous avez des gens qui ont 50 ans, d'autres qui sont encore des adolescents et des enfants, même les nations et les économies, c'est à peu près la même chose. Il y a des économies qui sont encore dans l'âge de l'adolescence, qui sont en train de s'agiter, et ça serait normalement illogique, incohérent, d'essayer d'adopter le même comportement pour des gens qui ont l'âge de 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, et on ne peut pas leur imposer à peu près les mêmes règles. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai voulu vous transmettre normalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Donc, je vais m'imposer. Oui. S'il vous plaît, monsieur le doyen. Je m'excuse. Je l'interpelle là, Oui. parce que, d'après ce qu'il dit, c'est quelque chose de lourd. C'est-à-dire que si on est colonisé, c'est parce que nous sommes colonisables. Non, je pense pas qu'il parlait de J'ai colonie. beaucoup de respect pour un monsieur qui s'appelle Wezen Lermo, et c'est pas forcément pour aller le faire. Parce que tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, les sociétés, en général, elles ont des choses à apprendre avec le temps, et c'est pas parce qu'on a brusqué le modernisme qu'on est dans la modernité. C'est pas parce qu'on a accédé par une fenêtre à la modernité qu'on se croit des fois des États. La modernisation, c'est pas la modernité, la modernisation. On est dans le modernisme. Ouais. C'est pas parce qu'on a ce téléphone aujourd'hui que nous sommes... Et c'est pas parce que nous avons des institutions, je suis désolé, un parlement et tout ça, que nous sommes un État. Nous sommes encore un régime. C'est Ça, dans les sciences politiques, vous comprenez mieux que moi. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Je vais donner la parole à monsieur le doyen pour répondre Moi, je vais essayer aux questions, essayer de synthétiser, Mais je vais essayer pour de- donner à nos aux étudiants, oui, aux doctorants. Oui, monsieur le doyen. Et une précision d'ordre méthodologique. Parce qu'on m'a posé beaucoup de questions en rapport avec le monde du développement, avec... Dans tous les sens. Parce que, précision méthodologique, l'objectif de cette intervention, c'est d'essayer d'apporter une réponse juridique à la contradiction entre deux principes d'OMC. Principe de non-discrimination et traitement préférentiel. C'est ça. Je ne me suis pas fixé d'autres objectifs que ceux-là. Malgré que j'ai pas mal d'éléments à ajouter au débat, parce que justement pour justifier la mise en place du système après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas seulement... Il y avait les rapports de force. Et justement, les Américains, ils ont dit pour mettre en place le GATT, que si les marchandises ne franchissent pas les frontières, les soldats le feront à leur place. Donc ça veut dire il vaut mieux qu'il y ait des règles que le retour à l'état de nature où les rapports de force ils vont être déterminants. Donc voilà, justement, ça veut dire les règles juridiques ils sont le produit sociétal d'un rapport de force, qu'il s'agisse du droit interne ou qu'il s'agisse du droit international. Donc, justement, moi, ce que je n'accepte pas d'un point de vue méthodologique, c'est de donner à une organisation internationale qui est en fin de compte un instrument fonctionnel entre les mains des États membres une force supranationale extraordinaire. Voilà. Donc, parce que parfois, on a tendance à oublier ça, que n'importe quelle organisation internationale, qu'il s'agisse de l'OMC ou de la Banque mondiale, c'est un instrument fonctionnel entre les mains des États membres. Donc, ça veut dire, par exemple, tout à l'heure, le professeur Ben Mkhlouf, il a dit que c'est Davos qui impose les règles de jeu, etc. Il inspire. Il peut inspirer, mais il n'impose pas. Par exemple, pour illustrer ça, s'il y a blocage du cycle de Doha, ce n'est pas à cause de Davos. Davos, il a encouragé qu'il y ait une conclusion positive du cycle de Doha. Mais en raison d'un différend sérieux entre l'Inde et les États-Unis sur le problème de la sauvegarde spéciale en matière agriculture, que le cycle a été bloqué.
Donc c'est pas Davos. Davos, il a toujours recommandé qu'il y ait une conclusion positive du cycle de Doha. Donc normalement, surtout je reviens à cette idée de base, à savoir que l'OMC n'a pas beaucoup d'autonomie institutionnelle par rapport à la volonté des États. Ce n'est pas super. Et justement, il est piloté par les États. Et normalement, la libéralisation, c'est une libéralisation contractuelle des échanges voulus par les États. Et également, il est régulé par les États. Pourquoi? Parce que justement, le droit de l'OMC avant le droit de l'OMC, c'est un droit d'inspiration anglo-saxon qui ne fait pas excès de légalisme. Donc, il y a toujours une interaction entre les principes d'inspiration libérale et les principes d'inspiration interventionniste. Et il y a quelqu'un un juriste français qui est allé jusqu'à dire que les articles impairs sont libéraux et les articles pairs ils sont interventionnés. Et justement, parmi les règles de base du système commercial multilatéral, c'est l'élimination des restrictions quantitatives. Mais le paragraphe, l'article impair, il pose le principe et tout de suite vous avez les exceptions. Et justement, les règles, les dispositions sont le produit d'une négociation entre les États membres. Donc, ils régulent un peu même l'étendue de la libéralisation. Par exemple, le GATT ou n'importe quelle organisation internationale ne pouvait pas imposer la libéralisation ni de l'agriculture ni des services tant qu'il n'y avait pas de volonté politique pour ouvrir ces secteurs. D'accord? Donc, c'est vrai que les think tanks, les organisations non gouvernementales, ils peuvent inspirer, mais ils ne peuvent pas se substituer aux États quand il s'agit de négocier. Parce que l'OMC, c'est un forum de négociation commerciale multilatérale. La fonction principale de l'OMC, c'est la négociation. Donc, il est piloté vraiment par les États membres et le secrétariat ou les experts, ils ont peu d'influence sur la volonté des États membres. Le meilleur exemple, c'est maintenant. Tout le monde a tendance à dire que la récession, que les estimations pessimistes en rapport avec le taux de croissance du commerce mondial est liée à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, les experts, ils sont pour qu'il y ait une solution positive à ce problème. Ils ne peuvent pas se substituer à la Chine et aux États-Unis pour régler ce problème. Et en rapport avec la question qui a été posée sur les orientations de Trump, Trump, c'est un businessman, hein, il fonctionne en termes d'intérêt. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas fou quand même. Hein, c'est pour renforcer sa position de négociation. Donc il a remis en cause l'ALENA, mais il a renégocié une nouvelle version de cette ALENA, en renforçant les intérêts américains. Il est en train de faire la même chose avec la Chine. Ça veut dire ce qu'il ne peut pas obtenir au niveau multilatéral, il l'obtient au niveau bilatéral où le rapport de force est le plus favorable. Parce que tout ce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu obtenir au niveau multilatéral dans le cadre, ils sont en train d'exercer une pression soit sur l'Union européenne, soit sur la Chine, soit même sur le Mexique et le Canada pour adapter les choses. Et maintenant, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais le Rwanda, il n'a pas, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu, il n'a pas mis en place un modèle de développement original. Il s'est inspiré beaucoup de l'expérience de Singapour, d'après ce que j'ai compris. Non, mais c'est pas un pays à enjeu. Donc, on peut le laisser à la limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle prêt à apporter en termes de développement. Ça veut dire, comme ça a été dit par le Stade tout à l'heure, c'est à chaque pays de trouver sa propre voie de développement adaptée à ses besoins spécifiques, à son niveau de maturation, etc. Donc, l'exemple de la Chine est vraiment frappant à cet égard. Comment la Chine, qui est un pays communiste sur le plan politique, c'est le premier exportateur. Maintenant, la Chine, c'est la puissance exportatrice. En termes d'exportation, ils sont les premiers maintenant. C'est extraordinaire. Donc,
Pour la régulation de la mondialisation, ça a été posé par Tredano. Je crois que ce n'est pas pour défendre l'OMC, c'est-à-dire que l'absence de règles en matière de finance, en matière du marché international des capitaux privés, a engendré la crise et que l'existence d'institutions de régulation dans le domaine du commerce a limité l'impact de la crise. Donc s'il y a absence d'institutions en matière de gouvernance mondiale, ça concerne davantage le marché international des capitaux privés, parce que le système qu'on a international, c'est un système interétatique. La crise de 2007-2008, c'est pas le commerce. C'est pas la mondialisation. Non, mais ça impacte. Ce sont les États nationaux, l'Europe par exemple, qui ont donné de l'argent aux banques pour pouvoir sauver la mise. C'est l'absence d'une institution multilatérale qui aurait pu limiter les dégâts, qui explique un peu la gravité de la crise. Ils n'ont pas donné. Ah. Ils ont acheté des actions qu'ils ont revendues. C'est-à-dire qu'ils ont investi dans leur propre... C'est comme une allocation de la SAMI. Rien n'empêche l'État maintenant de devenir un acteur, acheter pour la sauver et la revendre, peut-être dans 5 ans avec des bénéfices. Les banques risquaient la banqueroute. Qui les a sauvés? Ce sont les États nationaux. Comment ils ont fait? Ils ont, peu importe, moi je ne suis pas économiste, peu importe les moyens, ils les ont sauvés. Il y avait 1000 milliards qui a été posé. J'étais en train de répondre. Oui, pardon. On laisse. Non, mais la question qui est posée à Steve par tous les intervenants, elle est la suivante, si tu permets. Question simple. Oui. Y aura-t-il un développement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'OMC? C'est ça la question fondamentale. Voilà. L'OMC ne peut pas le permettre dans les conditions actuelles. Comme disent les économistes, il y a the first best et the second best. First best, c'est le multilatéral. Quand on n'a pas de solution au niveau multilatéral, on se rabat sur le second best, c'est la régionalisation, c'est l'intégration régionale. D'accord? Donc normalement, l'idéal serait un système multilatéral, ouvert, équitable, équilibré, etc. Mais justement, ce système, il a connu ses limites maintenant. Pourquoi il a connu ses limites, le système OMC? Ce qui explique l'échec du cycle de Doha, c'est que la base sociologique des membres a changé. Maintenant, on est à 165 membres. Et le monde a changé. Avant, il n'y avait pas les BRICS, les puissances émergentes, etc. C'est-à-dire que les techniques juridiques utilisées pour conclure des cycles de négociation commerciale multilatérale pour un nombre restreint d'États ne sont plus adaptées. C'est-à-dire qu'on adopte des décisions par consensus et on applique ce qu'on appelle le principe d'engagement unique. Rien n'est convenu tant qu'on n'a pas convenu sur toutes les questions. Imaginez que vous avez 21 questions en négociation dans le cadre du cycle de Doha. Donc il faut être d'accord et adopter des décisions par consensus sur l'ensemble de ces questions. Donc c'est plus possible. C'est pour ça je réponds à votre question en rapport avec la réforme de l'OMC. Aujourd'hui, on est en train de dire que l'OMC a besoin d'une réforme pour s'adapter à l'évolution du monde, à l'évolution des rapports de force et adapter un peu son ingénierie institutionnelle à l'évolution des monde. Donc peut-être que c'est plus possible de conclure des accords multilatéraux, on va encourager des accords plurilatéraux. D'accord? Et on est en train de négocier parce qu'on n'a pas pu obtenir un accord global sur la libéralisation du commerce de services. Ça n'a pas empêché les pays qui ont un intérêt commercial offensif en matière de négocier. Ils sont en train de négocier un accord plurilatéral. En disant, voilà, à partir du moment où on a dégagé un consensus avec une masse critique d'États membres, on va conclure cet instrument. Il sera un accord plurilatéral en attendant que les autres adhèrent. On ne va pas s'éterniser à négocier. Donc, il y a une évolution dans ce sens-là. Également, s'agissant toujours des réponses, des questions qui ont été posées par le doyen Moulay Rachid, il y a la question en rapport avec le règlement de différence de l'OMC, c'est ça? C'est elle qui a posé la question. Oui, par rapport à Maroc-Turquie. Ah, Maroc-Turquie, oui. Oui, là, si. Mais comme vous le savez, c'est-à-dire que le Maroc
n'a jamais participé en tant que partie principale à un différend, surtout en tant que plaignant, et c'est la participation du Maroc en tant que partie défenderesse dans 2 cas qui sont maintenant au niveau de l'organe de règlement de différend de l'OMC. La première avec la Turquie et la deuxième avec la Tunisie. Et dans l'affaire contre la Turquie, le premier rapport adopté par le groupe spécial, il n'est pas favorable au Maroc. Mais le Maroc, il a fait appel et on attend le rapport de l'organe d'appel. Avec la Tunisie, comme vous le savez, en matière de procédure de règlement de différend, les pays impliqués dans un différend, ils ont 2 mois pour trouver une solution transactionnelle. S'ils n'arrivent pas à trouver une solution positive au terme de 2 mois, le pays qui a initié la plainte, il peut demander la mise en place d'un groupe spécial. Donc la Tunisie a demandé la mise en place d'un groupe spécial. Donc on va attendre le rapport du groupe spécial pour savoir est-ce qu'il va donner raison aux Tunisiens ou il va accepter les allégations du Maroc. Mais justement, je rappelle une chose importante, c'est dans le cadre c'est pas dans le cadre des règles de l'OMC, c'est dans le cadre, ça a rapport avec les règles de l'OMC, mais normalement, ces conflits entre le Maroc et la Tunisie, c'est en rapport avec les accords de libre-échange. Oui, mais quand même, les accords, le droit applicable aux accords de libre-échange s'inspire des règles de l'OMC. Donc normalement, ce qui est en jeu, est-ce qu'on a respecté nos obligations en matière d'antidumping, etc. Moulay Rachid, vous avez la parole. Oui, alors oui, je suis en train de... Mais ça se télescope. Mais un peu dans le bord. Oui, alors, je sais, c'est là quand je parle de l'expérience du droit du commerce international, ce qu'on constate, c'est qu'à travers la CCI à Paris, par exemple, oui, les instances que vous connaissez, les partenaires échappent aux juridictions étatiques parce qu'ils n'ont pas confiance dans les droits positifs des États, etc. Et très souvent, on a recours à l'arbitrage, une ex-mercatoria qui a été pensée par le milieu commercial international. De nous, l'homme, prononciation guette, alors le problème qui s'était posé au niveau de la jurisprudence de ces juridictions d'arbitrage a consisté à créer un ordre public pensé par les pays du Nord et à leur profit. Ce qui a incité finalement certains États du Sud, notamment au niveau du monde arabe, à créer des chambres de commerce d'arbitrage euro-arabes, pour essayer de développer un autre type d'ordre public, pensé au moins d'une manière un peu équilibrée. Alors ma question est la suivante. Est-ce que face à... Bon, c'est puissant, parce qu'on parle d'un droit qu'on va négocier comme étant des égaux. Chez les égaux. Est-ce que le problème, est-ce que c'est la règle de droit qui va être applicable qui est l'enjeu? Ce n'est pas l'instance dans le cadre de laquelle je vais m'abriter pour lui demander justice. Oui. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'au niveau de l'OMC, qui est l'Organisation mondiale, etc., on pourrait penser, à l'image de ce qui s'est passé donc, pour le droit du commerce international, à la création d'autres instances pensées dans une perspective beaucoup plus, où le curseur serait un peu plus rapproché finalement des pays maintenant qui sont en position de faiblesse, ou pas. C'est ça ce qu'il propose Attali. Je ne sais pas, moi je suis qui gouverne le monde. Hein? Il écrit un livre qui gouverne Là, le monde. Attali, le libéralisme a été pensé par le biais de la démocratie. Attali, c'est un peu En tant que penseur, on respecte les idées. D'abord, c'est pour ça que j'interpelle, j'ai violé avec votre respect, madame.
Non, vous savez pourquoi je transcende maintenant même sans respecter Madame la Présidente. Là, pendant 12 ans, j'étais juge constitutionnel. J'étais obligé de me taire. Madame la Présidente, Rondi, un quart d'heure. Par rapport à la question, Je jure que le meilleur espace, C'est l'université. c'est l'université. Parce que c'est l'usage de cette jeunesse qui reste pour voir les autres, pour avoir des repères. Quand j'avais peur pour l'université, vous savez, on a créé cette faculté. En 1994, on avait un seul amphi. Il n'y a qu'à citer les ans. Il n'y a qu'un seul amphi. Et l'administration. Et 11 enseignants. Et 3000 étudiants. Monsieur le doyen, Arrivé à ça, je suis très fier, franchement. Pourquoi? Parce que le défi de challenge, c'était quoi? Défier l'autre fac qui avait 60 ans. Pour l'espace de 5 ans, on est devenu le premier au niveau des concours. Alors, quand je vois cette jeunesse qui a pensé à organiser ces conférences, je suis très fier de ce que j'ai fait. Non, franchement, c'est bien. Et que nous, avec notre âge, on assiste avec nos conneries. est-ce que je vais donner rapidement la parole à Monsieur le doyen pour répondre et ensuite je vais choisir un nombre de 2, pas plus, pour des questions. Parité, oui. par rapport au règlement différent, justement, et par rapport au traitement spécial différencié, dans le mémorandum d'accord sur le règlement différent, il y a des dispositions TSD, c'est-à-dire qui essayent de promouvoir une meilleure participation des pays en voie de développement au système. Par exemple, au niveau de la constitution du groupe spécial, s'il y a un différend entre un pays développé en voie de développement, le pays en voie de développement, il peut demander à ce que parmi les experts qui vont trancher, il y a un expert originaire des pays en voie de développement. Ça, c'est le TSD dans le règlement de différend. Il y a également possibilité de demander une médiation du directeur général pour limiter c'est-à-dire pour éviter le coût exorbitant d'un différend pour un pays en voie de développement ou pour un pays moins avancé. Et il y a également dans le système possibilité de régler à n'importe quel moment le différend par une autre voie alternative, ça veut dire l'arbitrage, la médiation, la négociation. Donc c'est un système qui est allergique un peu au contentieux. Dans le mémorandum d'accord sur le règlement de différend, ce qui est important, c'est de trouver une solution positive aux différends, en utilisant soit les moyens juridictionnels, donc ça. Petite observation, si tu permets, monsieur. Oui. Doyen. Vous savez, dans les négociations, vous le savez mieux que moi, Oui. les Américains s'amènent avec 200 experts. Oui, c'est ça. Et un pays du tiers-monde qui n'a même pas un représentant ne peut pas négocier. Donc, le système prévu par les organisations ne permet pas un développement technique. Il ne faut pas rêver. Au stade, attends. Mais on revient à la question qui a été soulignée par le professeur. C'est également question de politique domestique nationale. Si vous n'arrivez pas à avoir des atouts internes, il y a également une organisation non gouvernementale qui s'appelle le Centre consultatif sur les règlements différents en rapport avec l'OMC. Si un pays signe une convention, s'il adhère à ce centre, c'est les PMA, il peut être exempté du coût du procès. Et normalement, ce sont des experts juridiques appartenant à cette organisation non gouvernementale qui font le travail. Qui assument le travail. Et justement, le premier différend dans lequel a été impliqué un pays, un PMA, à savoir le Bangladesh, il a été pris en charge par cet organisme. Donc, mais il faut signer la convention portant création de cet organisme pour bénéficier, soit si on est PMA, d'une exemption assistance technique, soit d'un prix préférentiel. Donc, par exemple, si le Maroc, il était membre, s'il avait signé la convention portant création de ce centre,
il aurait pu bénéficier d'un traitement, d'un prix préférentiel. Et pour la chaire, pour l'OMC, il y a une idée qui est très importante qui a été proposée par Otto, un économiste. On peut faire du commerce, du libéralisme, mais une partie normalement du récipiendaire, la personne qui va recevoir, le pays qui va importer, par exemple le Maroc qui va importer Samsung, il y a, comme les taxes carbone, il y a de la pollution qui va se faire ici. Ça veut dire une partie du bénéfice de Samsung, elle doit être normalement versée à un pays qui est capable de recevoir ce genre de produit. On peut faire du commerce, mais l'entreprise ne peut pas normalement recevoir que du gain, du bénéfice, du dividende pour elle-même. Je vends à quelqu'un d'autre, je dois être capable, normalement, ne serait-ce qu'assurer l'après-vente, ça veut dire l'après-destruction de ce matériel qui va polluer le Maroc. Mais ça n'a pas passé. C'est les rapports de force. Non, mais si vous utilisez bien le droit de l'OMC, vous pouvez déroger à la liberté de commerce en faisant valoir la protection de l'environnement, la protection de la vie humaine. Mais la France, il a interdit l'importation de... j'ai oublié le produit qu'on utilise au niveau... l'amiante, parce qu'il est cancérigène. Donc, il y a pas... C'est-à-dire, vous avez un article 20, exception générale, vous pouvez faire valoir, c'est-à-dire... un intérêt légitime en termes de politique publique, soit la santé, soit l'environnement, pour ne pas importer, c'est-à-dire pour déroger. Je parle pas justement ça, à la limite, c'est quelque chose qui pénalise les autres pays. Par exemple, au Maroc, on va exporter l'amande en Belgique, ils vont trouver un taux de pesticides, ils vont le restituer, soi-disant. Vous savez, le couchoubien n'arrive pas à exporter. Couchoubien. La charcuterie que nous consommons tous, il est inexportable parce que c'est simplement un problème d'hygiène. Ça veut dire les normes, normalement, qu'ils ont, ce n'est pas forcément les nôtres. Et il y a du commerce, mais votre produit, normalement, n'est pas valable. Au contraire, ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le commerce. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on veut faire du commerce. Je peux acheter ce téléphone-là, mais ce téléphone, quand il rentre chez moi, ça veut dire qu'une partie de l'entreprise Huawei, elle a gagné de l'argent, c'est pas pour la Chine. Une partie, ça doit être là, parce que le produit, il a été là. Ça veut dire qu'on externalise notre produit, notre service, il y a une partie du bénéfice qui va aller là-bas. Et là, on est dans la société monde, ça c'est encore en fait Nathalie. Il y a même sur la gouvernance. Sur le plan technique, juridique, moi je me rappelle il y a 20 ans, une négociation entre le Maroc et l'Union européenne, il y avait dans la nomenclature, par exemple, l'exportation de la confiture. Parmi les conditions imposées au Maroc, de ne pas exporter la petite confiture, la petite boîte, de n'exporter que 5 kilos plus, c'est-à-dire destinée aux casernes et aux lycées français. Cela veut dire quoi? Pour que la confiture marocaine ne soit pas connue dans le marché, chez le commun des mortels. Vous voyez, même les techniques juridiques sont viciées à la base. Vous voyez? Mais si vous avez des capacités nationales en termes de négociation, vous pouvez gagner. Non. Il y a une affaire qui va dans ce sens-là. Les Américains, ils ont interdit l'importation de crevettes en provenance de... Et en rapport avec votre question sur les obstacles techniques au commerce sur les normes, ils ont interdit l'importation des crevettes en provenance d'un certain nombre de pays asiatiques sous prétexte que ces pays utilisent au niveau de la pêche des filets qui constituent une menace pour la tortue marine. Voilà, parce qu'ils ont fait valoir une exception, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Et normalement, les pays qui ont souffert un peu de cette interdiction, ils ont porté plainte, ils ont gagné. Parce que les Américains, ils n'avaient pas le droit de donner un effet extraterritorial à une norme américaine qui n'a pas été négociée au niveau international. Donc, on peut faire valoir un certain nombre de choses nos intérêts, mais à condition qu'on a des capacités en termes de négociation strictement différentes. D'accord, merci. Donc, j'ai 3 étudiants, enfin 2, et notre... doctorant, oui. Alors, rapidement, vous posez la question. Là, je vais être drastique, hein, je suis désolée. Monsieur le doyen, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur le doyen, s'il vous plaît, je pense que l'OMC et ses accords structurent le processus ont contribué à la création des inégalités et des équilibres extrêmes au niveau de pouvoir et de richesse dans le monde, ainsi que des conflits et des crises qui en ont découlé.
Et dans ce contexte, je fais référence à la stagnation des négociations de Doha, ainsi que de la conférence ministérielle de l'OMC à Bali en 2013. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation due à la mondialisation menée par les multinationales et les autres entreprises avec leur idéologie néolibérale. Merci. Et est-ce qu'il est temps, s'il vous plaît, est-ce qu'il est temps de démanteler l'inégalité à l'OMC? D'accord, première question. Deuxième question. J'ai posé la question qui rapidement, question, allez-y. Monsieur le doyen, merci pour votre présentation. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué la Chine. Est-ce que vous pensez qu'avec la politique sino-africaine, ces inégalités de développement vont s'accroître ou bien vont s'atténuer un petit peu? Merci. Oui, monsieur. Vous levez comme ça, votre voix va porter, s'il vous plaît. Merci. La question concerne le principe en faveur des pays en voie de développement, dont vous avez parlé, le PSD, traitement spécial des créanciers. Donc, normalement, ce principe il est fait pour encourager les pays en voie de développement qui ne sont pas dans le commerce. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ce principe, le principe de fonctionnement de l'OMC, doit encourager normalement le consommateur? C'est-à-dire que le consommateur doit en profiter. Alors qu'en réalité, c'est le producteur qui en profite. Et lorsque vous parlez de l'instance qui gère les différents entre pays, les pays ils sont poussés par les multinationales. Donc l'OMC devient un champ de bataille entre les multinationales au niveau international. Autre remarque. Question, pas remarque, s'il vous plaît. Je suis Ça désolée. donne l'impression que l'OMC est là pour les intérêts des multinationales et que son dernier souci, c'est le niveau social au niveau des pays. Je vous donne un exemple parce que vous avez dit qu'il faut recourir à l'OMC pour qu'il tranche. Il y a le problème en 2003 des OMG, des organismes modifiés génétiquement, entre les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne a imposé des restrictions sanitaires, phytosanitaires concernant ce produit. Il a été soumis à l'OMC. Cette dernière n'a tranché qu'après 6 ans. Donc 6 ans de retard en faveur des États-Unis. Mais en fin de compte, il n'a pas donné raison aux citoyens européens. Il a donné raison aux États-Unis au détriment de la santé des citoyens. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Merci. Monsieur, question. Question. Bonsoir, comment au départ, j'aimerais bien remercier M. le doyen et tous les gens qui ont participé pour cette conférence. Et nous sommes très déçus des étudiants de la S2, Commerce International, pour préparer l'examen du. Vous avez compris que c'est la question. Et concernant ce que Napoléon a dit, on ne peut tous remplacer. Est-ce qu'il y a des tentatives pour remplacer l'OMC? Oui, d'accord. Je crois qu'il y avait un étudiant de ce côté qui voulait prendre la parole. Oui, vous vous levez, monsieur, pour qu'on puisse vous entendre. Question, pas débat. Merci, professeur. Merci, monsieur le doyen. S'il vous plaît, ma question porte sur les principes que vous avez évoqués. Vous avez connaissance de la règle de progressivité des droits. Quel lien y a-t-il entre cette règle et la promotion du développement que vous avez pu évoquer? Deuxièmement, une deuxième question rapide, c'est par rapport à l'Afrique, par exemple, comme région considérée comme en voie de développement, pratiquement quasiment tous les pays africains, mais le commerce, 25%. 25% du commerce, le reste, comme on appelle la croissance, c'est autre chose. Alors, quel intérêt aurait-il, je veux dire l'Afrique, à négocier ces règles qui ne sont pas en sa faveur, surtout que dans le cadre de ces règles, il y a entorse, n'est-ce pas, à la règle principale qui est l'exportation des biens manufacturés, comme vous avez évoqué, mais là, la progressivité est un handicap à ça. Merci. Dernière intervention de monsieur le doctorant. Oui, rapidement. Vous voulez répondre? Le nom.
Professeur Sadok. Oui. Bonsoir. J'aimerais répondre. C'est pour vous. Il veut à la caméra. Il veut juste intervenir rapidement sur Voilà. rapidement. Au professeur Sadok, c'est ça? Sadok. Quand je vois que le libre-échange comme une des variables explicatives des inégalités, ce n'est pas pour nier ses avantages, ses vertus, mais plutôt pour dire ce que moi je mets à l'index. Ce qui est dans mon visage, c'est la manière dont on l'a épousé. Quand on a des industries qui sont encore naissantes, ou bien qui n'existent même pas, ouvrir vos marchés à tout type de produits, c'est vous condamner à la disparition. Je suis pour le libre-échange, mais pas quand même à ce moment. Et puis, que ça soit sélectif. Régulé. Oui. D'accord. Alors, monsieur, non, je suis désolée. Monsieur le doyen qui doit répondre, et pour qu'on puisse... On pourrait faire la discussion un peu plus tard, si ça ne vous dérange pas. Je crois que ce n'est pas Napoléon qui a dit que... C'est le philosophe Auguste Comte. On ne remplace... On ne détruit que ce qu'on remplace. Tant qu'on n'a pas trouvé... Et c'est pour répondre à la question, y a-t-il une alternative à l'OMC? Faute d'alternative, il est là. Donc il a besoin d'être réformé. Et on a parlé de la mondialisation, donc justement pour éviter un libre-échange en quelque sorte sauvage, il faut qu'il y ait des institutions qui participent à la régulation de cette mondialisation. Justement, la question qui a été posée par rapport à la stagnation, je n'ai pas compris, mais je réponds sur la partie de la question que j'ai essayé de comprendre. C'est en rapport avec la stagnation des négociations commerciales dans le cadre du cycle de Doha. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas pu dégager un consensus sur un certain nombre de questions, qu'il s'agisse de libéralisation de services, qu'il s'agisse de libéralisation de l'agriculture, etc. Et surtout, maintenant, le point de friction principal au niveau de négociation, c'est entre les pays émergents et les anciennes puissances industrielles. Et donc c'est à ce niveau-là que ça bloque. Et bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'on a, au niveau de la conférence ministérielle de Bali, on a pu conclure un certain nombre d'instruments conventionnels. C'est pour ça qu'on a parlé du Doha Light. C'est-à-dire parce qu'on a conclu l'accord sur la facilitation des échanges quand même. Et que maintenant, on est en train de négocier un accord sur la libéralisation du commerce électronique et un accord sur l'élimination des subventions en matière de pêche. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'approche globale des négociations, mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau sectoriel, là où il y a une masse critique en termes de consensus et de compromis, on conclut. Pour la question qui a été posée sur le rôle du droit en matière de réduction des inégalités, c'est pas le droit qui va faire... Le droit, c'est un instrument, un outil parmi d'autres. C'est comme, par exemple, la philosophie qui a présidé au TSD, elle est d'inspiration du droit social. C'est-à-dire, dans le rapport entre le salarié et l'employeur, le droit social intervient pour protéger la partie la plus faible. C'est ça la philosophie du TSD, ce qu'on appelle le droit international de développement, parce que le droit international de développement, c'est une approche pour adapter le droit international classique aux besoins des États nouveaux qui ont pour caractéristique commune le sous-développement. Donc le droit, c'est un instrument parmi d'autres, mais il n'est pas le seul instrument qui peut s'attaquer à la problématique de la réduction des inégalités. Moi, pour la question, on voit les multinationales partout, il faut relativiser, hein, parce que parfois, ce n'est pas toujours les multinationales. Par exemple, dans un différent maintenant, ce qui est en jeu, c'est la politique commerciale stratégique des États-Unis et la politique commerciale stratégique de l'Union européenne, via un différend entre Boeing et Airbus, et qui a rapport avec les règles de l'OMC, c'est-à-dire les subventions.
Mais là, ce n'est pas les multinationales, c'est les champions nationaux des grandes puissances. Donc, pourquoi? Parce que normalement, comme je l'ai dit, les ONG, comme les multinationales, ils peuvent inspirer, mais ils ne peuvent pas se substituer aux États. Ils ne peuvent pas se substituer aux... Ils peuvent, pardon, monsieur, ils peuvent influencer. Ils ont de l'influence. Bien sûr. L'influence sur les États. Oui, mais là, il y a, je ne sais pas, je parle sous le contrôle des spécialistes de la chose, même en matière de rapport entre l'État et les sociétés multinationales, il n'y a pas une seule thèse, il y a deux thèses. Il y a la thèse qui parle de la collision des intérêts entre l'État d'origine et la multinationale, mais il y a une autre thèse qui relativise la première et qui consiste à dire que parfois, les intérêts de la société multinationale qui sont des intérêts privés ne correspondent pas aux qui sont en contradiction avec l'intérêt général représenté par l'État. Donc voilà, c'est pour ça, moi, je ne sais pas, en termes méthodologiques, je vous conseille toujours, enfin, je vous recommande de relativiser, de nuancer, parce que à chaque fois, parce que normalement, il n'y a pas une vérité à sens unique, il faut toujours nuancer, il faut relativiser. Moi, je défends ni le libre-échange ni l'altermondialisme. J'essaie d'être académique, comme on dit. Juste sur ce point-là, oui. Quand on regarde l'histoire, même les pays, les colonisateurs, ils sont partis coloniser des pays parce qu'à la base, il y avait une société privée avec des actions privées qui est partie normalement avoir une activité. Prenez l'Inde, la société d'Inde, prenez les États-Unis. Ils ont envoyé des religieux avant. Mais c'est les multinationales qui dictent normalement une ligne de conduite des fois même pour des États. Non, mais parfois il n'y a pas toujours, parfois il y a contradiction entre l'intérêt de l'État et l'intérêt. C'est la thèse économiste Vernon. Il n'y a pas toujours collision d'intérêts. Ce qui est bon à General Motors est bon à la mine. Donc parfois c'est incompatible. Pourquoi? Parce que la délocalisation a démontré que les intérêts des sociétés multinationales, ils sont incompatibles parfois avec l'intérêt général incarné par l'État en termes de création d'emplois, etc. Maintenant, la France est en train d'exercer une pression sur les multinationales françaises pour relocaliser, pas pour délocaliser. Donc, et seulement pour la zone de libre-échange continentale, c'est vrai que maintenant, on a signé le traité pourtant instaurant cette zone. Il n'est pas encore entré en vigueur, mais il y a un processus de négociation commerciale entre les 8 communautés économiques régionales. C'est-à-dire, déjà, on a signé un accord tripartite entre 3 communautés économiques régionales au niveau de l'Afrique de l'Est. Mais on est encore loin de l'intégration à l'échelle continentale. Je ne sais pas si j'ai oublié des questions, mais c'est bon. Alors, je tiens à remercier tout l'auditoire pour les interventions des uns et des autres. Et nos étudiants m'ont demandé de vous remettre ce cadeau. Merci beaucoup. Votre participation et votre soutien à notre cycle de conférences. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Merci bien. Et merci aux étudiants. Oui, merci surtout aux étudiants, merci aux étudiants pour avoir organisé et programmé tout ce cycle. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.